Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. L'Afrique est en plein processus de transformation et dans le top 5 de ses grandes priorités, il faudra éclairer l'Afrique, l'alimenter en énergie, nourrir ce continent, l'industrialiser et l'intégrer, mais aussi améliorer la qualité de vie de populations africaines. Des défis gigantesques certes, mais aussi des opportunités grandioses pour les pays de l'Afrique de l'Ouest notamment. Car au-delà de simples consommateurs, certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée pourraient se transformer en pays producteurs de gaz grâce à un projet porté par le Maroc et son partenaire nigérian. Le gazoduc atlantique, tel que l'avait appelé Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de son discours à l'occasion du retour du Maroc à l'UA, est un projet ambitieux, mais il peut toutefois se heurter à nombre de challenges. Alors que les études de sa faisabilité, de son financement sont officiellement lancées, nous allons essayer ce soir de discuter ce grandissime projet structurant à l'image d'autres projets, peut-être moins volumineux, mais tout aussi importants pour le développement du continent, en compagnie de mes invités ce soir. Atman Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur financement et partenariat à Platinum Power qui développe justement des projets notamment en énergie en Afrique. Absolument. Bienvenue. Merci. Également autour de ce plateau, Hassan Hlou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du cabinet de conseil African Business Development. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et aussi pour parler géostratégie, ce soir j'ai le plaisir de recevoir professeur Khalid Cheghraoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes notre grand spécialiste des affaires africaines. Bienvenue. Merci. Alors avant d'ouvrir le débat, je vous propose, messieurs, de regarder cet encadré sur le projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Relier le Nigeria au Maroc par un gazoduc. C'est le projet titanesque lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari. C'était le 3 décembre dernier à l'occasion de la visite du souverain à Abuja, la capitale du Nigeria. Une ambition à travers laquelle les deux chefs d'État entendent concrétiser la coopération sud-sud. Dans le détail, le gazoduc sera long de quelques 5000 km. Il constitue surtout l'extension du gazoduc existant entre le Nigeria et le Ghana. Un pipeline de gaz qui longe la côte ouest africaine et qui traversera une douzaine de pays africains avec in fine une éventuelle débouchée vers l'Europe. Bien que son tracé ne soit pas encore entièrement défini, l'option sous-marine reste la piste la plus privilégiée. Côté investissement, le méga-projet est d'ores et déjà estimé à plus de 20 milliards de dollars. Alors comment envisage-t-on ce financement ? Tout d'abord, il faut noter que le partenariat initial a été signé entre les fonds souverains Ithmar Capital et la Nigeria Sovereign Investment Authority, preuve qu'il ne s'agit pas d'une chimère, sans oublier l'adhésion de Ithmar Capital à la plateforme d'investissement verte initiée par le Maroc et la Banque mondiale pendant la COP22 en novembre dernier à Marrakech. De plus, le 18 avril dernier à Rabat, le souverain avait adressé un message aux institutions financières arabes, les invitant à mettre la main à la poche pour contribuer à mettre sur pied ce projet. Pour ce qui est de sa rentabilité, le projet de gazoduc s'inscrit dans une logique de développement régional, plus que dans des ambitions commerciales, car ce projet œuvre surtout pour l'électrification des pays d'Afrique de l'Ouest, où dans certains, comme le Libéria, l'accès à l'électricité se limite à moins de 8% de la population. Alors justement, nous allons entamer ce débat avec cette question très importante des répercussions et je me tourne vers Atman Alaoui. Ce genre de projet structurant en Afrique apporte beaucoup, notamment à l'électrification de ce continent, en sachant que peu, si ce n'est beaucoup, on peut plutôt ou pas du tout accès à l'électricité. Alors effectivement, ce projet de gazoduc permettrait de faciliter l'approvisionnement en gaz à un certain nombre de pays, tous les pays qui seront passagers, traversés par ce gazoduc. Sur le tracé, on en parlera, je pense, par la suite, mais le tracé sera clé justement pour la répartition de cette manne. Clairement, et vous avez mentionné justement ces 5 priorités, ces 5 top priorités pour l'Afrique, je me permettrai de remarquer que sans électricité, aucune des 4 autres ne peuvent être satisfaites. Donc clairement, le gazoduc peut être une solution. Alors naturellement, son implémentation va être
va se confronter à de nombreux défis qu'il faudra relever, dont on parlera également, mais ça peut être une solution. Oui, alors en parlant de répercussions, justement, professeur Chegraoui, on parle de production, on parle en tout cas de consommation de gaz, mais il y a aussi cet aspect de production de gaz sur certains pays, notamment la Côte d'Ivoire et également le Sénégal, avec les récentes découvertes de gaz là-bas. Oui, effectivement, et c'est ce qui fait la singularité du projet, c'est que ce n'est pas seulement un projet autoroutier qui va exporter le gaz du Nigeria vers le Maroc et par la suite vers l'Europe si tout va bien, mais c'est aussi, au fait, des sortes de navettes ou d'aller-retour. C'est des pays exportateurs et des pays importateurs. Et des pays importateurs aujourd'hui, mais qui pourront devenir exportateurs par la suite. Le Sénégal d'ailleurs, avec la récente découverte en offshore, principalement à la frontière sénégalo-mauritanienne, avec un bassin à peu près de 450 milliards de mètres cubes, vraiment un des plus grands bassins de l'Afrique. Le fait aussi, c'est que cette Afrique de l'Ouest souffre d'un grand nombre de problèmes et de maux, entre autres la question de l'électricité. 85% de la population ouest-africaine n'a pas accès à l'électricité. Ou peu. Enfin. En fait, c'est vraiment un grand problème. En plus, là où il y a de l'électricité, il y a toujours des problèmes de délestage. Et ce qui fait que l'industrie en général en Afrique de l'Ouest a un manque au quotidien de presque 40%, ce qui laisse énormément la production, qu'elle soit c'est-à-dire industrielle, même agricole et autres. Et le fait aussi, c'est que c'est un espace très important en termes de production agricole. Il faut savoir aussi que l'Afrique en général, et pas seulement l'Afrique de l'Ouest, 60% des terres arables ne sont pas encore exploitées en Afrique, avec des bassins d'eau extraordinaires, dont le Nigeria d'ailleurs, qui est un des plus grands bassins. Est-ce que justement vous faites allusion à ce mélange entre les phosphates et le gaz, justement, pour produire des fertilisants ou dans quel sens, si vous reliez cela à l'agriculture? Ce qui fait l'intérêt de ce gazoduc, c'est que ce n'est pas seulement un projet de véhicule du gaz, d'un produit, d'un marché, d'un producteur vers un consommateur. C'est relié à un certain nombre de pôles industriels intégrés qui relient principalement l'acteur énergétique vert d'ailleurs et propre et moins cher par rapport aux autres produits, que ce soit le charbon ou le pétrole et le gaz. Il y a les engrais phosphatés dont le Maroc est un des principaux producteurs sur l'échelle mondiale. Il y a d'autres pays africains, par exemple le Sénégal aussi, avec d'autres pôles industriels intégrés comme ce qu'on avait fait, c'est-à-dire le Maroc, quand je dis ce qu'a fait le Maroc, que ce soit avec l'Éthiopie ou avec le Gabon. Et puis il y a tout cet espace à exploiter et dont l'Afrique en général souffre d'un grand mal, celui de l'insécurité alimentaire. Il faut rappeler juste quelque chose de très important concernant le continent africain. Le continent africain est un véritable scandale géologique, que ce soit en termes de production énergétique minière ou en termes de production agricole sur tous les plans. Mais ceci dit, l'Afrique reste toujours avec des besoins énormes, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes c'est-à-dire d'acteurs industriels pouvant absorber toute cette population jeune, avide de pouvoir travailler. Et surtout, il y a quelque chose d'autre, et j'aimerais terminer par là, c'est le fait, par exemple, des migrations. On ne peut pas résoudre la question migratoire en Afrique et qui nous touche tous aujourd'hui dans le continent sans pouvoir générer des processus économiques capables d'intégrer cette jeunesse avide, bien sûr, de trouver sa place dans les espaces économiques et demain peut-être dans les espaces politiques. Hassan Ahlou. Écoutez, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à l'agriculture. En fait, il y a moins de 10% de terres cultivables en Afrique. Aujourd'hui, il faut avoir en cohésion le social et le culturel dans ces pays. On va avancer avec eux dans un modèle assez moderne, tout en sachant qu'ils ne sont pas adaptés aujourd'hui à notre culture, à notre façon de vivre. Moi, je rencontre presque tous les jours des Africains qui viennent au Maroc pour essayer de faire des affaires, ou j'accompagne des sociétés qui souhaitent faire des affaires là-bas. Il faut vraiment s'adapter. Je fais tout un travail de coaching pour indiquer à ces gens-là comment travailler avec les Africains. Vous, maintenant, vous parlez au niveau gouvernemental, ce sont des ministres qui viennent, ce sont des directeurs de ministères, ce sont des ambassadeurs avec qui vous avez affaire. Mais ces gens-là, ils représentent combien dans la société? Même pas 0,05%. Mais le vrai, comme a dit le professeur, il faut
pour le travail, il faut vraiment les accompagner d'une manière culturelle et d'une manière sociale. Il faut que tout soit en cohésion. Maintenant, le Maroc a l'ambition de rentrer dans la CEDEAO. On va avoir une ouverture sur 15 pays. Et je pense, si mes informations sont bonnes, qu'on va avoir des informations d'ici la fin de la semaine, tout en espérant que tout va bien. Nous allons rentrer dans un... Ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a rien d'officiel, Il n'y a rien d'officiel. Je dis, si mes informations sont bonnes, oui. Pour le moment, je ne confirme rien. Je précise. Ça veut dire que nous avons 2 challenges majeurs. Vous avez parlé de challenge tout à l'heure. Nous allons revenir à ce point très important des challenges et justement des problèmes que pourrait rencontrer ce projet de gazoduc. Mais avant, j'aimerais parler de financement. Hein, quels sont... Oui. Peut-être juste un point pour compléter sur ce sujet-là. On parle du gazoduc qui va transporter des molécules de gaz. En termes d'industrie, ce gaz peut être utilisé soit pour justement être brûlé et produire de l'électricité, on en a parlé, soit comme intrant dans d'autres industries. Les fertilisants, donc le CP, effectivement, on peut fabriquer des engrais et le gaz est une des matières premières. L'autre, c'est la pétrochimie. Et c'est un champ qui est gigantesque de potentiel. On pourrait construire des industries dans ces pays-là pour transformer le gaz en plastique, du PVC par exemple, du polystyrène, etc., polypropylène. Et ça, ce sont des industries créatrices d'emplois. Et je rejoins le professeur sur ce sujet, parce que finalement, un des enjeux de l'Afrique, c'est comment exploiter son potentiel pour trouver des emplois, finalement, créer des emplois aux populations, et que ces populations ne soient pas ensuite exposées à ces désastres humanitaires que sont ces migrations, tous les périls qu'elles prennent. Alors, sur cet aspect de concrétisation d'un projet aussi ambitieux et qui créera directement ou indirectement des emplois et une richesse, clairement, hein, pour l'Afrique, quels sont les moyens de financement plausibles? On parle de 2 fonds souverains qui se sont alliés, qui ont signé un partenariat, en l'occurrence Itmar Capital pour le Maroc et le fonds souverain nigérian. Il y a d'autres fonds qui pourraient se greffer sur ces fonds-là. Comment envisagez-vous, en tout cas, ce financement? Alors d'abord, on parle quand même d'un montant qui est assez considérable. J'ai très peu d'éléments sur ce projet, mais on a dit 5 000, enfin le petit extrait tout à l'heure parlait de 5 000 km, 20 milliards de dollars. C'est quand même des montants qui sont extrêmement significatifs. Mais même par rapport à ces montants-là, alors pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, le besoin en infrastructure, alors tout secteur infrastructure confondu, c'est 100 milliards de dollars par an. C'est le besoin pour l'Afrique. Donc 20 milliards, c'est significatif, mais c'est dans l'ordre des choses de ce qui se fait en Afrique. Les fonds existent. Les fonds existent. Jamais un projet n'est pas sorti en Afrique, lorsqu'il était bien structuré, par manque d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Nous, dans le cadre de notre activité chez Platinum Power, on est à l'écoute et on est au contact de plein de personnes qui sont là et qui ont plein d'argent, donc de fonds, à investir en Afrique. Donc le sujet n'est pas le manque de fonds, le sujet est l'absence de projets bien structurés. Parce qu'on a tendance à croire, le contraire, ou en tout cas à penser le contraire, qu'il n'y a pas assez d'argent pour structurer ces projets de développement en Afrique. L'argent est là. Le problème, c'est d'avoir des produits qui soient bien structurés. Que veut dire un projet bien structuré? C'est un projet qui permet d'assurer aux gens qui investissent, que ce soit des investisseurs en capitaux ou que ce soit des prêteurs, de leur donner l'assurance qu'ils vont être remboursés à terme, selon des modalités qui sont négociées, etc. Donc, pour revenir au sujet du financement, les sources de financement possibles, elles sont soit publiques, soit privées. J'imagine que sur ces montants-là, parce que ce sont des projets qui sont géostratégiques, où la motivation première, c'est une intégration régionale ou sous-régionale, donc les États vont vouloir et vont devoir mettre la main à la poche. Le reliquat peut être couvert soit par des investisseurs privés en fonds propres, soit par de la dette. Et alors, le véritable challenge ensuite, c'est s'assurer que chacun y trouve son compte, une certaine rentabilité pour l'investisseur, une certaine rémunération également pour le prêteur, et pour l'État également, un certain nombre d'externalités positives qui font qu'eux aussi seront contents d'avoir mis autant d'argent sur ce projet. Et ces États, professeur Chegraoui, on parle que d'États africains, il y a également, on vient de l'entendre, il y a également peut-être des fonds arabes qui peuvent investir dans ce genre de projet africain? Oui, pas seulement. Alors, il y a bien sûr déjà la plus grande garantie, c'est les 2 fonds d'investissement des 2 États qui ont mis en place ce projet, le Maroc
et le Nigeria. Les autres pays aussi africains par où va passer le gazoduc aussi pourront éventuellement participer selon leurs possibilités, leurs capacités. Et il y a des pays qui sont aujourd'hui en train de réaliser des prouesses économiques extraordinaires, entre autres, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui est en phase vraiment d'être un des leaders économiques, au moins de retrouver son ancienne place d'avant la guerre civile. Et il y a d'autres pays africains aussi qui s'intéressent énormément à l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de l'Est. Généralement, à l'époque, il y avait en fait quasiment pas de contact entre les deux régions et on voit très très bien ces dernières années où on a fait tomber toutes ces frontières, qu'elles soient linguistiques, culturelles ou historiques, et on voit cet aller-retour entre l'Ouest et l'Est. D'ailleurs, les visites royales en Afrique de l'Est en sont le témoin, et aussi, pour en parler, pour donner l'exemple de l'autre partie, les visites de Paul Kagame du Rwanda en Afrique de l'Ouest. Donc il y a un intérêt commun et un intérêt beaucoup plus développé aujourd'hui à l'intérieur de l'Afrique de s'associer afin de pouvoir réaliser des projets porteurs pour le bien-être de tous. Et bien sûr, il y a les fonds arabes qui n'ont jamais été étrangers aux investissements en Afrique. Bien sûr, aujourd'hui... Même dans l'énergie surtout dans l'énergie, du moment que... D'ailleurs, c'est là où les pays arabes du Golfe excellent le plus, avec leur grande expérience. Et je pense qu'ils ont intérêt aussi à s'investir dans ce domaine-là, du moment qu'ils vont pouvoir par la suite contrôler plus ou moins les flux liés aux industries énergétiques. Et bien sûr, il y a l'Europe, notre partenaire stratégique. D'ailleurs, dans tous les projets du Maroc, on a toujours pensé les relations interafricaines et intra-africaines dans des modalités triangulaires. Bien sûr, il ne faut jamais oublier nos partenaires stratégiques, que ce soit les Européens. Aujourd'hui, il y a les Asiatiques qui sont très présents. D'ailleurs, même on a certaines équivalences entre les investissements asiatiques et les investissements occidentaux. Juste en parlant de la Chine et les États-Unis sont les plus grands investisseurs aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas beaucoup de l'Inde, qui est très présente du moment. Ouais, le problème, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de l'Inde du moment parce que c'est toujours dans le cadre privé. Ce n'est pas très dogmatisé, très officialisé. C'est pas l'État, en fait. Oui, c'est pas l'État, c'est beaucoup plus les investisseurs privés. Mais je pense que ce sont des projets très porteurs qui sont ouverts à tous et on a intérêt qu'on soit ouvert à tous. D'ailleurs, les frontières économiques ne sont nullement liées aux frontières politiques. Alors justement, parlant de frontières, quel tracé serait le plus rentable et réalisable? Est-ce qu'on parlait d'offshore ou inshore, enfin à travers les terres ou moitié, selon vous? En fait, les deux tracés ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a déjà eu une grande expérience concernant les gazoducs. On a déjà un gazoduc qui passe par le Maroc, celui du Maghreb, qui prend source en Algérie et qui arrive en Espagne. Il y a les gazoducs d'Asie centrale et principalement russes, Europe, d'ailleurs, qui véhiculent le gaz pour à peu près des besoins de 25% de l'Europe occidentale. Il y a l'ancien projet Nigeria-Algérie qui n'a pas vu le jour à cause de certains nombres de problèmes stratégiques et surtout sécuritaires. D'ailleurs, il avait un avantage, celui de ne passer que par 3 pays. Mais les raisons d'État... Déjà, 3 pays, ce n'était pas réalisable. Donc, oui, il y a beaucoup de challenges. C'était très difficile. Et surtout, il y a le problème géographique qui se pose. Alors, juste un petit exemple. Par exemple, la question de l'usage d'un gazoduc par voie terrestre pose aussi le problème de l'expropriation. Et ça pose énormément de problèmes. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes conditions de gouvernance des années 60 et 70 où l'État pouvait se permettre un certain nombre de laisser-aller ou bien d'interventions. Aujourd'hui, on voit très très bien ce qui s'est passé avec les grands projets au Maroc. Notamment l'offshore. Alors, le LGV, oui. L'offshore, il est le moins coûteux en termes de sécurité. Facile à se développer, mais il y a aussi un certain nombre de problèmes, par exemple liés à la sécurité du golfe de Guinée, où il y a toujours du risque. Mais les deux sont porteurs, et il y a aussi un autre problème qui est lié aux visions stratégiques de chaque pays. Et là, tout dépend des intérêts. Le Sénégal, sûrement, va voir ses intérêts dans un gazoduc offshore par voie maritime du moment qu'il va passer par son bassin d'Atlantique. D'autres pays, le Maroc aussi, l'intérêt du moment qu'il y a des possibilités de production du gaz dans la région de Tarfaya et de Sawira. Et puis, on est lié aussi, toute notre économie est liée à l'Atlantique Sud, principalement au port de Casablanca,
prochainement d'Agadir et le pôle portuaire de Dakhla, qui va voir le jour prochainement, et Kénitra Atlantique aussi, en complément de Tangemed. La Mauritanie aussi a intérêt du moment qu'elle est liée au Sénégal, mais ça dépend en fait des intérêts des uns et des autres, et puis d'un certain nombre d'autres intérêts géopolitiques et géostratégiques sur le plan international. Je ferai réagir Hassan peut-être sur la ce qu'a dit. Justement, quel modèle de gouvernance possible pour superviser tout cela? J'ai eu la chance d'être invité au Mo Ibrahim Governance Weekend il y a 3 semaines à Marrakech, et on a vraiment fait le tour de tous ces sujets, où d'ailleurs c'était vraiment incroyable la façon comment il s'exprimait avec des personnalités comme Kofi Annan, comme Bono le chanteur, comme l'actuel président de l'ABAD, l'ancien président de l'ABAD, la numéro 2 de l'ONU, où il se permettait de parler à bâton rompu sur les chefs d'État africains actuels et sur le fait de prendre son destin en main. Parce que maintenant, le problème qu'il y a, c'est les Africains. Bon, vous parlez de nos alliés stratégiques qui est l'Europe, mais à un moment donné, on peut se prendre en main tout seul. Je pense qu'il y a de très grosses compétences africaines. On a des... Non, mais c'est sûr que le modèle de gouvernance ne serait pas européen. C'est sûr que ce sera un modèle de gouvernance africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a créé comme un index où on peut noter ces pays. D'ailleurs, je vous invite tous à rentrer dans Mo Ibrahim Foundation. C'est un site internet qui parle de la gouvernance. Et je rejoins le professeur qui parlait vous avez parlé à un moment donné d'éducation et surtout comment est-ce que ça serait mieux onshore ou offshore. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui? Tout passe par là. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là pour combien de temps? 4 ans? 5 ans? 3 ans? Combien de temps ça va prendre les études pour le gazoduc? Combien de temps pour le réaliser? Ils seront déjà partis. Il y a beaucoup de questions qui restent. Mais c'est au-delà des aujourd'hui, États. nous au Maroc, on n'a pas ce problème. Alhamdoulilah, on sait que les choses sont stables et que c'est le pays le plus stable en Afrique. Et ce problème de gouvernance, il y a encore du travail à faire. Je ne veux pas être pessimiste, mais on va dans le très bon sens. Quand vous allez voir les résultats des rapports qui ont été faits, c'est en positif. Asman Alaoui. Oui, alors justement, juste pour reprendre ma casquette de financier, parce que votre question faisait le lien entre tracé et rentabilité. Parfaitement. Alors la rentabilité, finalement, ça dépend déjà de qui sommes-nous pour la juger. C'est-à-dire que la rentabilité pour l'acheteur, pour le financier, celui qui va investir, ne sera pas la même que pour le prêteur, et ne sera pas la même pour que celui qui industriellement va utiliser, parce que finalement, on parle depuis tout à l'heure de ce gazoduc, de ce pipeline. C'est pour transporter des molécules de gaz d'un point A à un point B. Ces molécules de gaz appartiennent à quelqu'un. Pas forcément l'État, mais peut-être la compagnie qui va l'exploiter, qui souhaite la vendre. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est juste un moyen de transport. Et la valeur se trouve dans ces molécules-là qui vont être transportées d'un point A à un point B. Donc, pour le propriétaire de ces molécules, qui encore une fois n'est pas forcément l'État, mais le Total ou Shell, etc., ou les compagnies nationales d'ailleurs, qui vont exploiter ça, elles vont avoir une certaine rentabilité également. Donc encore une fois, je ne suis pas sûr que le tracé soit lié à la rentabilité. Je pense que ça va obéir à des considérations géopolitiques, d'expropriation. C'est très vrai ce que vous avez dit. 5000 km, il va falloir exproprier des gens, c'est compliqué. Éventuellement des soucis techniques, c'est peut-être plus facile de le faire sur certains tronçons sur onshore, donc sur la terre plutôt qu'offshore, et vice-versa. Et les sujets de rentabilité, à mon avis, seront secondaires par rapport au choix du tracé. Et je dirais même plus, j'irai plus loin, qu'un projet tel que celui-ci est tellement structurant qu'il ne se fera pas pour des raisons strictement économiques. Certainement. Sa motivation est d'abord géopolitique. Géopolitique et aussi de développement. Et industriel. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause et de revenir au débat tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous regardez l'Hebdo Écho, nous consacrons le numéro de ce soir
au gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc. Alors juste avant la pause, nous parlions de modèles de gouvernance, nous parlions également des moyens de financement de ce projet gigantesque. J'aimerais à présent parler de certains défis, notamment géopolitiques, et en l'occurrence la Mauritanie qui s'est montrée un peu frileuse, professeur Chegraoui, par rapport à un tel projet, notamment même après la découverte de gaz avec son voisin sénégalais. Oui, en fait, je ne sais pas si la Mauritanie, en tant qu'État, a des réserves, François, parce que ça, c'est généralement des choses qu'on a véhiculées à travers des médias contradictoires. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de position clairement émise officiellement par le gouvernement mauritanien, ni par d'autres gouvernements d'ailleurs concernant l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde attend aujourd'hui ce qui va se passer, l'évolution du projet entre le Maroc et le Nigeria afin de pouvoir s'y mettre. Parce que quand même, c'est un projet, comme on disait, vraiment c'est quelque chose de lourd et extrêmement lourd qui va relier un certain nombre d'intérêts géopolitiques et géostratégiques de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et n'oublions pas qu'il y a un autre pan très important en cette zone de l'Atlantique Sud, c'est l'Europe occidentale qui est présente. L'Espagne sera vraiment très intéressée par le fait de contrôler ce passage-là du moment qu'il va passer par des territoires qui lui appartiennent, principalement des îles Canaries. C'est juste à côté. Et ça l'intéresse de manière beaucoup plus importante qu'on le pense. Le grand problème aussi, c'est j'aimerais bien retourner à la question de gouvernance. Je suis un peu gêné quand on parle d'insécurité en Afrique et d'instabilité et de bonne gouvernance. Aujourd'hui, s'il y a instabilité et absence de bonne gouvernance, c'est en Afrique du Nord. Le seul pays aujourd'hui stable en Afrique du Nord, c'est le Maroc avec la Mauritanie. Le reste des pays connaissent des situations terribles sur le plan sécuritaire et sur le plan de la gouvernance. J'espère que la Tunisie va s'en sortir avec une expérience démocratique qui est en train de marcher, mais où il y a énormément de bâtons dans les roues. L'Égypte, on sait ce qui s'y passe. La Mauritanie, la Libye, c'est plus un État. C'est le chaos, oui. À part la Mauritanie et l'Algérie, c'est toujours la question du terrorisme et d'autres problèmes, que ce soit à ses frontières sud et est, ou même au nord, à 200 km de la capitale. Là, vous rebondissez sur le point de M. Helou par rapport à la gouvernance. Et en Afrique de l'Ouest, on a des exemples extraordinaires quand même de bonne gouvernance. N'oublions pas que le Nigeria est un des États les plus démocratiques d'Afrique, avec des élections sereines. N'oublions pas le Cap-Vert, d'ailleurs, qui est onshore, qui va s'intéresser aussi à ce passage. Le Sénégal, malgré tous leurs problèmes, ils arrivent chaque le Ghana, fois à organiser. tous les pays un le peu Ghana, qu'on traversera. La Guinée, dernièrement, ils ont pu se dépasser. Bon, on a des exemples quand même de bonne gouvernance, de marche en avant. Et quand on parle d'Afrique, déjà, elle est multiple. C'est plus un. Et la question de la gouvernance, mais là, vous avez posé une question très importante, c'est-à-dire la gouvernance de ce tracé, de tout ce projet. Jusqu'à maintenant, il y a 2 États. Donc, on va attendre les autres États. Il n'y a pas eu énormément Bon, il y a eu des encouragements, des positions positives, mais il va falloir attendre la dernière réunion au Libéria de la CEDEAO, où ils vont statuer sur un nombre énorme de questions, entre autres la demande de l'adhésion du Maroc. Et il ne faut pas s'attendre généralement à des problèmes avec les pays avec lesquels on n'a pas énormément de relations. Parfois, les problèmes viennent de pays, parfois qui sont amis ou proches, du moment qu'il y a un certain nombre de contradictions économiques qui sont là. Et n'oublions pas que beaucoup de pays, surtout les pays agricoles, ont une certaine peur d'un certain nombre de produits marocains ou autres. La question du textile se pose de manière très importante. La question des produits fruitiers et des légumes se pose de manière très importante. Mais en dépassant tout ce cadre-là, je pense que le projet en lui-même, sa manière avec laquelle il est structuré et surtout son ouverture aux autres marchés, aux autres politiques, sera à même de pouvoir générer de l'intérêt positif. Et même peut-être générer plus de stabilité pour la région, un tel projet. Et si je reviens à la Mauritanie, aujourd'hui, elle est rentrée dans une nouvelle ère de pays producteurs d'énergie, principalement de pétrole. Et la Mauritanie est obligée de s'associer au Sénégal afin de pouvoir éviter des risques. D'ailleurs, ils ont assez de problèmes avec le bassin Sénégal, avec leur population, donc ils ne vont pas chercher à trouver leurs problèmes. D'ailleurs, la Mauritanie, dernièrement, a émis le souhait de revenir d'une certaine manière à la CEDEAO, parce qu'elle l'a quittée. Donc, il y a des formes d'association. Donc, je pense
qu'on est dans un élan très positif d'association, de renouvellement. Ce qui manque jusqu'à aujourd'hui dans un certain nombre d'actes politiques, et là je parlerai de mon pays, je parlerai du Maroc, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu une grande campagne gouvernementale, et je parle du gouvernement et d'un certain nombre d'institutions économiques. D'ailleurs, il n'y a que les majors, les grands conglomérats qui sont dans la scène. Les petites et les moyennes entreprises sont encore loin de s'activer dans ce champ, et il y a matière, il y a du pain pour tout le monde d'ailleurs dans ce projet, que ce soit en termes d'industrie, de logistique et autres. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que l'OCP. L'OCP, oui, il est là, l'ONIM, il est là, mais il y a les autres qu'il faut qu'ils s'invitent. Et il y a aussi le gouvernement marocain. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu un acte royal très important, un acte de plusieurs grandes entreprises marocaines très importants, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu le gouvernement. Et le gouvernement doit faire sa part du jeu et principalement renégocier un certain nombre de rapports avec les autres gouvernements. Parce que c'est ce qui va institutionnaliser les rapports, et à commencer par la Mauritanie en premier lieu. Très bien. Peut-être Oui. pour rebondir là-dessus, je ne connais pas spécifiquement la situation de la douzaine de pays qui sera traversée par ce pipe, soit dans les mers de ces pays, soit sur terre. Mais il faut revoir les choses encore une fois à partir de la signification de ce pipeline. C'est un moyen de transport. On parle de la Mauritanie qui aurait trouvé des larges réserves de gaz, et d'autres pays également. La question se pose à elle, de toute façon, à ces pays-là, de comment ils vont exporter ce gaz. Avoir du gaz, c'est bien beau, mais si on n'arrive pas à le vendre, alors soit on l'exploite sur place, soit on l'exporte. Ou sinon on le brûle, comme ce qui se passe au Nigeria, je veux dire. Alors, mais c'est du gaz qui est caché. C'est énorme en plus, c'est l'équivalent de la production annuelle totale de l'Afrique subsaharienne, ce qu'on brûle au Nigeria, quoi. Ce sont des torchères, donc effectivement le gaz, généralement c'est un peu particulier parce que c'est du gaz qui est extrait parce qu'il est associé au pétrole. On prend le pétrole, on l'exploite, mais le gaz est gâché. Mais pour revenir à la situation de la Mauritanie, elle va faire quoi de ce gaz? Elle l'a trouvé. Il faut qu'elle l'exploite, il faut qu'elle le monétise. Oui. Et pour ça, il faut une infrastructure qui coûte énormément d'argent. Donc le gazoduc peut être une solution pour ce pays et pour d'autres pays. Donc effectivement, moi je pense que ce projet ne se fera que si tout le monde y trouve un intérêt. Et pour la Mauritanie, ça peut être celui-ci. Il est clairement c'est une solution d'export, alors vers d'autres pays. L'alternative, qu'est-ce qu'elle est? L'alternative, c'est de construire sur place soit un terminal d'export, ça coûte énormément d'argent, soit de construire toute l'infrastructure dont on parlait tout à l'heure, des centrales électriques, de l'industrie pétrochimique, mais là aussi, c'est énormément d'argent. Donc le gazoduc est une solution pour la Mauritanie, comme il peut être pour d'autres pays, producteurs, et qui ont vocation à devenir exportateurs. Pour parler de la Mauritanie, je voulais juste savoir si vous étiez au courant des projets ferroviaires entre la Mauritanie et le Sénégal, et entre le Sénégal et la Guinée. Dernièrement, le président Alpha Condé, qui de plus en plus actuellement, il essaie de mettre en avant son indépendance vis-à-vis de l'Europe, lors d'une réunion au sommet avec quelques présidents, je ne sais pas, vous avez dû voir la vidéo dernièrement, il a émis le souhait d'une ligne ferroviaire entre la Guinée et le Mali. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, lors de certaines réunions qu'on a eues avec des Mauritaniens, ils cherchent du financement pour la ligne ferroviaire entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce qui rejoint exactement ce que vous dites et ce que M. Alaoui a dit au point de vue logistique. Actuellement, il y a de plus en plus de pays, des fonds étrangers et des grosses sociétés qui souhaitent financer des projets en Mauritanie. Maintenant, on va laisser le professeur, c'est lui qui a plus que nous, parce que c'est Mauritaniens. Est-ce qu'ils ont cette expérience? Comme nous, on a des experts dans tout ce qui est financement, on n'a pas beaucoup entendu de Mauritaniens qui sont tellement avancés. Nous, au Maroc, c'est pas pour dire que le Maroc est mieux que la Mauritanie, nous, on respecte beaucoup nos voisins à l'est et au sud, mais c'est juste qu'il faudrait peut-être un transfert de technologie, un transfert de compétences. Par exemple, si demain, M. Alaoui, il ouvre une succursale en Mauritanie, ça va être
magnifique pour eux. Ils ont besoin de compétences ou des professeurs comme vous qui puissent aller les orienter. Ils ont les compétences, attends. Oui, mais ça stagne encore. Hein. Non, s'il vous plaît, ils ont des compétences. Et en Afrique, on a énormément de compétences. Il suffit de glaner le nombre de citoyens africains qui travaillent dans les universités, à l'étranger. En Europe. On en a énormément. C'est vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance, mais que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Sénégal, au Libéria, en Guinée, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, les compétences, ils sont là. Bien sûr, il faut les structures, il faut l'accompagnement, les échanges, un certain nombre aussi, et surtout le fait que le besoin créé par l'État. Le problème, c'est que parfois, les États n'étaient pas en mesure de mettre en place des stratégies de développement économique à cause d'un certain nombre de problèmes liés aux situations internes. Ce qui, par exemple, le Sierra Leone et le Libéria, qui ont passé des guerres civiles de plusieurs années. Dernièrement, il y a eu Ebola qui les a fait reculer en arrière. Juste quand vous parlez de la Guinée, il y a une tradition d'indépendance depuis l'époque de l'Haj Ahmed Sékou Touré. Et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Le fait qu'ils n'intègrent pas cette union liée au franc français les a tellement lésés. D'ailleurs, si la Guinée vit aujourd'hui une situation difficile sur le plan économique, c'est aussi lié à ce monde occidental qui a essayé de marquer par le sceau de fer cette indépendance de la Guinée. Mais aujourd'hui, du moment que les Africains prennent en main leur destinée, ils s'associent clairement. D'ailleurs, la CEDEAO, aujourd'hui, quand on parle de cette Afrique du Nord, où rien ne marche d'ailleurs, notre UMA qui est vraiment à la traîne, agonisant. La CEDEAO, c'est un exemple extraordinaire d'intégration avec presque une monnaie unique, bon, qui n'est pas généralisée, mais quand même, ça va, un passeport unique, des frontières quand même assez ouvertes, et ils sont arrivés quand même à gérer un problème extraordinaire. D'ailleurs, c'est unique dans les annales africains, à part un certain nombre d'exemples vraiment très minimes, d'avoir géré la question de la Gambie dernièrement en termes ouest-africains, purement avec des moyens ouest-africains, sans intervention ni occidentale ni onusienne. Et je pense que là, nous, on a des leçons à prendre de ces pays-là. Et à mon avis, à mon humble avis, moi j'aimerais bien qu'on dépasse cette position du grand frère. Il n'y a plus de grand frère en Afrique. Tout le monde est devenu grand. Et il n'y a plus de petits pays. Oui. Et quand je donne juste un exemple. Si quelqu'un me demande l'exemple du pays où il y a le meilleur modèle de bonne gouvernance aujourd'hui en Afrique, je donne le Cap-Vert. 700 000 personnes à l'extérieur, 700 000 à l'intérieur, zéro production minière et énergétique, même pas d'eau potable, ils comptent toujours sur la pluie avec un espace complètement volcanique, et ça marche beaucoup mieux que des pays qui sont des scandales géologiques avec des mines, et du pétrole et du gaz qu'on brûle juste pour le plaisir des yeux parfois et des torches. En parlant de défis justement et de défis sécuritaires transfrontaliers, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ces défis, on peut justement dépasser ces défis ou ça peut réfracter un investisseur, que ce soit pour ce gazoduc ou pour n'importe quel autre projet d'infrastructure en Afrique? Des projets infrastructures domestiques, lorsqu'ils sont structurants, sont déjà relativement compliqués à mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir attirer un certain nombre de parties prenantes et les motiver pour venir mettre de l'argent, notamment pour ce qui est des investisseurs. Il faut encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, que ces investisseurs soient rassurés sur le fait qu'ils récupéreront leur mise avec la rémunération de leur argent. Donc dans l'absolu, c'est pas infaisable. On a beaucoup de précédents, de projets qui sont faits en Afrique. L'exemple, par exemple, de Mazen sur le solaire qui a sorti un projet gigantesque en quelques années, c'est une prouesse assez admirable. Mais il faut vraiment y concentrer du temps et des efforts, et notamment en termes de structuration. Donc ça, c'est lorsqu'on parle de projets domestiques. Lorsqu'on parle de projets transfrontaliers, on complique davantage. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il y a beaucoup d'exemples de projets transfrontaliers sur des infrastructures pareilles. En Afrique. En Afrique. J'ai en tête un projet sur lequel j'avais travaillé dans une vie antérieure, qui est un projet d'oléoduc. Donc on transporte non pas du gaz, mais du pétrole, entre le Cameroun et le Tchad. Entre le Tchad et le Cameroun, pardon. Parce que le Tchad est un pays qui n'a pas accès à la mer. Donc le tracé du pipeline visait justement à connecter le gisement qui se trouvait au Tchad jusqu'au rivage camerounais de l'Atlantique. Ça existe. Donc ce projet-là, en l'occurrence, ça a été financé notamment par les institutions qui financent généralement ces projets, les multilatéraux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Ça a été fait. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. Donc les précédents existent. Il a fallu constituer une société
commune, détenue communément par les deux pays, dans laquelle des partenaires privés ont investi également, qui a ensuite levé la dette requise pour financer l'infrastructure, avec un suivi très très fin et très précis de toutes les problématiques liées encore une fois à l'environnemental, au social, aux expropriations, etc. Mais c'est possible. Là, on multiplie un petit peu la difficulté, j'allais dire mécaniquement, par le nombre de pays qu'on traverse, parce qu'il faut juste aligner les intérêts et les vues de tout le monde, mais ce n'est pas infaisable. C'est pour ça que je dis que ce projet se fera politiquement, ne se fera pas politiquement. Ce ne sera pas des considérations financières, ce ne sera pas des considérations techniques, ce sera des considérations réellement politiques. Est-ce qu'on arrive à faire travailler... Et finalement, c'est ça le test. Quand on parle d'intégration régionale, quand on parle d'Afrique, un test concret, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table à 12-13 pour faire sortir ce projet-là, sachant que techniquement, c'est pas, on ne va pas prendre un risque technologique. Construire finalement, c'est un tube, on sait faire. Les défis sont, si ce n'est celui de la taille, parce qu'on parle de 5000 km, mais autrement, chacun des problèmes soulevés a déjà été résolu dans le passé. Le seul problème, le seul vrai défi, c'est d'arriver à aligner les intérêts de tout le monde. Et ça, c'est un vrai défi, mais je dirais africain, en fait. En parlant de défis et d'intérêts, professeur Chegraoui, on parle de la Russie ici. In fine, ce gaz arrive en Europe. Est-ce que ça ne risquerait pas de froisser le partenaire russe? Éventuellement, la Russie aujourd'hui est le pourvoyeur d'Europe à raison à peu près de 25%. Les Européens cherchent généralement à faire de l'équilibre en termes d'importation et c'est pour ça que les bassins miniers, les bassins énergétiques africains les intéressent énormément. D'ailleurs, juste en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est le plus grand bassin gazoduc de l'Afrique aujourd'hui, en termes de réserve. L'Algérie arrive quand même à pouvoir exporter vers l'Europe de manière assez conséquente et très importante. Oui. Ça n'a pas empêché l'Algérie d'avoir de très très bonnes relations avec la Russie. Mais aujourd'hui, même pour la Russie aujourd'hui, que ce soit pour Gazprom ou pour les grandes entreprises gazières russes, je pense qu'il est temps aussi pour eux de voir les possibilités de revenir en Afrique du moment qu'il y a ce problème-là de la Russie post-soviétique qui a un peu quitté ces espaces traditionnels en Afrique, mais qui y retourne. On voit très très bien aujourd'hui le jeu de la Russie qui revient dans ses anciennes bases arrières de l'époque de la guerre froide et qui s'impose de manière plus importante. Pas seulement, et d'ailleurs on parle de la Russie parce que c'est l'exemple le plus clair, le plus visible, mais aussi il y a les États-Unis qui sont devenus exportateurs de gaz principalement issus du gaz de schiste et qu'ils ont pu réussir de remplacer le processus d'importation de leur port atlantique aujourd'hui par l'exportation et qui arrivent à gêner énormément et ils essaient d'imposer leur tracé comme le tracé remplaçant le tracé russe. Mais il n'est nullement de l'intérêt de l'Europe de mettre tous leurs œufs dans le même panier, que ce soit asiatique, russe ou américain ou africain. Donc là, c'est un marché ouvert. Il y a de la concurrence, il y aura de la concurrence, mais plus il y aura de l'association, que ce soit en termes de mouvements économiques, c'est-à-dire plutôt de capitaux étrangers, et surtout aussi, il va falloir, n'oublions pas que c'est un énorme projet, il existe déjà, un petit tronçon. On ne sait pas s'ils vont continuer sur l'ancien tronçon qui est jusqu'au Ghana ou bien on va tracer un nouveau. On va essayer d'éviter les problèmes qu'on a eu dans ce premier tronçon Nigeria-Ghana qui va être par la suite, qui va lier par la suite la Côte d'Ivoire et prochainement il y a une demande du Sénégal. Et moi, je pense qu'il y aura sûrement des présences chinoises, indiennes, d'autres. Donc, la concurrence serait féroce entre investisseurs sur ce je ne sais pas pour les investisseurs, mais pour les exécutants, pour les entreprises à valeur technique, là c'est sûr, et certains, les prestataires de services, là il y aura de la concurrence, c'est sûr. Mais là aussi, il y a quelque chose que je me suis à souligner plus d'une fois, c'est le côté politique de la chose. Effectivement, il y aura de la concurrence, mais beaucoup de choix vont se faire de manière beaucoup plus politique que par rapport à un intérêt économique restreint. Et surtout, concernant l'Afrique de l'Ouest. On est dans une région très liée à une certaine dépendance historique et politique à l'Europe occidentale. On est dans l'Atlantique Sud, ne l'oublions pas, et on est lié
automatiquement aux intérêts stratégiques de l'Atlantique Nord. Et autre chose qu'on oublie assez généralement, c'est le fait qu'on est lié à une nouvelle conception stratégique, celle de l'Amérique latine et principalement du Brésil, qui sont en train de mettre en place un rapport assez important avec ce qu'ils appellent l'Atlantique Sud, qui commence pour eux. D'ailleurs, le Brésil, l'Atlantique Sud commence au niveau de la Mauritanie, avec un triangle, Cap-Vert, Mauritanie, Brasilia, Luanda en Angola. Et il va falloir jouer un jour avec ce tracé nouvellement mis en place. Dans quel sens? Dans quel secteur? Dans le sens qu'il y ait de nouveaux intervenants dans l'espace. Il n'y a plus que l'Europe, il n'y a plus que les États-Unis, il n'y a la plus Chine, que les on l'a partenaires connu, historiques. l'Inde. Mais là, par exemple, le Brésil et les capacités brésiliennes sont énormes dans ce cadre-là. Pas seulement le Brésil, il y a l'Argentine qui s'y intéresse. Oui, l'Argentine, ce qui l'intéresse, c'est la question des Malvines parce qu'elle est toujours là. Elle veut glaner quelques soutiens africains, mais quand même, c'est un des pays les plus importants de l'Amérique latine. Le Mexique, ne l'oublions pas. Si la frontière avec les États-Unis continue à se compliquer, à se fermer, il y a des possibilités qui s'associent à d'autres pays. Le Cuba qui revient en force. N'oublions pas que les relations maroc-cubaines sont plus ou moins dans la bonne voie aujourd'hui, mais c'est un pays qui avait des relations traditionnelles avec beaucoup de pays africains, entre autres les pays lusophones. Alors, l'Angola, par exemple. Oui, brièvement, un dernier mot pour chacun. Il nous reste très peu de temps. Juste pour illustrer le propos du professeur, on a participé, donc Platinum Power a participé la semaine dernière à une conférence à Abuja, au Nigeria, justement, organisée par l'AFC, qui est une des grandes institutions de financement dans ce pays. Et le projet a été mentionné comme un projet Sud-Sud. Et je crois que c'est effectivement une nouvelle dimension dans laquelle on doit apprendre à réfléchir. Certes, les références anciennes, c'est l'Europe occidentale, les États-Unis, etc. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on commence à avoir le réflexe aussi de penser à la Chine. Mais effectivement, le Brésil, ils ont, surtout pour ce qui est de l'industrie du pétrole et du gaz, chez eux, ils ont fait des miracles. Ils ont cette expertise. Et comme en plus chez eux, ils traversent des temps difficiles, toutes les entreprises brésiliennes aujourd'hui cherchent des nouveaux débouchés, des nouveaux marchés, notamment en Afrique. Alors dans des pays où ils sont historiquement installés comme l'Angola, mais également dans d'autres pays, y compris l'Afrique du Nord. Y compris l'Afrique du Nord. Y compris l'Afrique du Nord. Donc clairement, un projet aussi stratégique que celui-ci, et avec des besoins aussi importants en termes d'ingénierie, en termes d'expertise, et bien sûr également en termes de capitaux, va attirer, et c'est bien parce que ça va faire jouer la compétition, donc ça va permettre de pousser les prix vers le bas, mais va attirer énormément d'appétit, et je crois qu'il faut s'en féliciter. L'inverse serait inquiétant. Si les gens n'étaient pas intéressés par ce projet, ça voudrait dire soit qu'il n'est pas crédible, que les gens ne croient pas qu'il va se réaliser, soit que même s'il est crédible, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord pour le faire. Donc plus on a d'intérêt, et plus ça montre que c'est un projet qui intéresse et qui va se faire. Très bien. Notamment après ces études de faisabilité qui peuvent prendre combien de temps pour ce genre de projet? Non, mais peut-être que ça va. On parle de 2 ans. Un minimum de 2 ans. Ça prend du temps. Un minimum de 2 ans. Ça prend du temps. Donc déjà, avant de commencer dans... Il faut prendre le temps. Mais c'est déjà commencé parce que ce sont des études qui vont coûter de l'argent, oui. Qui vont prendre du temps, qui vont réunir un champ de compétences très très large. Ça ne va pas être uniquement technique, ça va être des avocats, des financiers, des gens qui vont gérer les aspects environnementaux et sociaux. Quel sera l'impact de ce tracé? Probablement, ce qui va être fait, c'est qu'in fine, ils vont aboutir à 4-5 tracés différents. Il va falloir choisir. Chacun aura des avantages et des inconvénients. Sur tous les plans, et puis ensuite celui qui fait le plus sens pour les parties prenantes. Ce n'est pas forcément le moins cher, ni le plus rentable, mais celui qui coche le maximum de cases par rapport aux critères aussi. Qui auront sécuritaires. Si demain il y a de nouveau une épidémie Ebola ou équivalent, ça va changer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça risque de freiner encore les choses. L'autre chose, c'est que ces choses-là, et c'est là où il faut faire un travail d'anticipation, c'est qu'une infrastructure pareille, elle n'a pas vocation à durer 5 ou 10 ans, mais c'est 20 ans, 25 ans, 30 ans. Après, il y a des budgets de maintenance, etc. Oui. Mais voilà, il faut être capable de se projeter à long terme. Et je rejoins le point de M. Helou tout à l'heure. Un des sujets en Afrique, souvent, c'est le différentiel d'horizon entre des hommes d'État qui prennent des décisions à court terme sur des enjeux qui, eux, sont à long terme. Ça, c'est un sujet. Très bien. Un dernier mot justement, Hassan. Écoutez, moi, vous avez parlé tout à l'heure on va passer du Brésil à la Tunisie. J'étais il y a 10 jours à Tabarka.
il y avait un forum qui s'appelait le Forum international de Tabarka pour le développement en Afrique, qui se trouve que, bon, c'est à la frontière algérienne, hein. C'est à 23 km de l'Algérie. Il se trouve que j'étais le seul Marocain invité à ce forum, où il y a eu pas mal d'autres personnalités qui ont assisté, des économistes, des chercheurs. Ce qui est ressorti de ce forum, c'est la question de sécurité. C'est que nous, au Maroc, on est dans le développement en Afrique. Bon, la Tunisie, vous savez qu'elle est asphyxiée actuellement, hein. À peine s'ils s'en sortent. Depuis 2011, il n'y a pas eu d'élection municipale, il y a pas de... Même les déchets ne sont pas récupérés, donc ils attendent éventuellement des élections en décembre. Et l'Algérie, soi-disant, s'occupe du terrorisme et de la sécurité dans cette région. Moi, ce que je voulais dire, c'est que... Brièvement, vraiment, oui, il me reste très peu de temps. c'est que nous devrons absolument travailler pour ressortir ce Maghreb arabe. Parce qu'une force, c'est 100 millions d'habitants. Si on est tous les trois, les 4 pays avec la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, nous pensons qu'il faudrait absolument faire des efforts pour que la dynamique revienne et que les relations reprennent en premier lieu, quoi. Une réaction, professeur Chegraoui, pour clore le débat. Je pense que l'avenir est ouvert aux décideurs de prendre les choses de manière sérieuse et d'oublier les petits différends personnels et de voir le futur en termes de prospective et dépasser les visions stratégiques et tactiques. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Excellente suite des programmes sur notre antenne.